et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a fait ce matin son traditionnel discours sur l'état de l'Union européenne. Quels en sont les principaux points, et surtout, quelles sont vos analyses et vos réactions? On en parle avec vous, Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste et démocrate. Vous êtes intervenu d'ailleurs ce matin dans l'hémicycle. Et Stelios Koulouglou, vous êtes député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Vous êtes député grec, qui est une manière, disons, plus large de voir ce qui s'est dit ce matin. Commençons peut-être un peu par la tonalité générale de ce discours. On a entendu finalement un président de la Commission européenne qui s'est voulu assez rassurant sur l'avenir de l'Europe. L'année dernière, on avait l'impression que rien n'allait plus, que tout allait mal, que l'Europe allait à sa perte, etc. Et puis d'un seul coup, la miracle, les vents sont favorables, a dit Jean-Claude Juncker, qui a retrouvé, semble-t-il, un peu de morale. Il parle d'un rebond économique. Vous partagez un peu cette espèce de, on ne va pas dire d'optimisme extraordinaire, mais en tous les cas de petite tranquillité, on va dire. Non, je ne partage pas du tout son optimisme. Je pense qu'effectivement, le président Juncker a eu très peur des élections, des dernières élections nationales, et notamment aux Pays-Bas et en France et en Autriche, où les nationalistes étaient très hauts dans les sondages et qui finalement n'ont pas réalisé les scores prévus. Et donc, il est un peu rassuré et il en déduit une accalmie qui n'est pas vécue de la même manière par les Européens qui continuent à souffrir soit du chômage, soit de boulot, de travail qui sont sous-rémunérés. Et donc, dans les deux cas, l'insatisfaction règne, sans compter que, par exemple, sur le climat, on en est encore aux déclarations et pas encore aux actes. On va revenir en détail sur les points qu'il a abordés. Sur Stelios Koulouglou, sur cette tonalité générale, vous partagez cette espèce encore une fois, de tranquillité Pour moi, c'était la déception totale. J'attendais plus de choses après l'expérience de la montée de l'extrême droite, qui est l'effet principal des politiques d'austérité, qu'on change un petit peu, après on respire un petit peu, on change le ton, on change la politique. Rien du tout. Et cet discours, à mon avis, reflète l'optique, la vision très sur terme de toute la direction européenne, qui après, qu'on n'a pas perdu les élections, on met les problèmes sous le tapis et on continue comme c'est le cas. Business as usual. Ça, c'était avec quelques très bonnes intentions, très bonnes paroles. Quelquefois, je doute pas de toutes les intentions de M. Juncker. Il a aussi de bonnes intentions, je suppose, mais que les bonnes intentions, sa pragmatisme, sa vision, conduisent quelquefois à l'enfer. C'est marrant que vous utilisiez le terme déception, parce que quand je suis intervenue ce matin, j'ai commencé comme ça. J'ai dit, Monsieur le Président de la Commission, je suis déçu. Et j'étais effectivement déçue d'abord parce qu'on a encore un an utile de mandat cette année. L'an prochain, à la même période. On en parlera tout à l'heure de cette question-là, puisqu'effectivement, il y a été fait allusion. Il n'y avait pas de plan de bataille pour la fin de mandat. On avait l'impression qu'on était déjà dans l'après-mandat. Donc ça, c'est à mon avis la première déception. Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, tout de suite, dans le temps utile qui nous reste, pour répondre aux exigences des Européens? Deuxième déception, pour ce qui me concerne, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de concret. Il y a des paroles, et des paroles, mais on ne passe jamais à l'acte. Et notamment, moi je suis à la commission des budgets, et sur le budget, il a dit oui, je préfère un budget plus important que le carcan dans lequel on travaille aujourd'hui. Très bien, mais il n'a rien dit sur le fait qu'on dépasse le plafond de 1% du PIB, il n'a rien dit sur le fait qu'on mette en place des ressources propres, et notamment la fameuse taxe sur les multinationales qui arrangerait bien le budget européen et les budgets nationaux d'ailleurs, donc qui arrangerait bien tout le monde et qui serait en plus de la justice fiscale à l'état pur et qui serait partagé par les Européens en termes de projets. Donc voilà, des grands discours, il y a des choses qu'on peut partager, comme vous dites, dans son discours, mais les actes,
Il n'y a rien. C'est ça, sur les multinationales, Jean-Claude Juncker a dit, bien sûr, il faut qu'ils payent l'impôt là où ils sont, etc. Tout le monde est d'accord avec ça, j'allais dire, ça fait consensus. Mais en même temps, on ne parle pas de ce que vous disiez à l'instant. On va peut-être rester sur ces questions économiques, parce qu'il y a plusieurs aspects à la question économique. Qu'est-ce que vous y voyez? J'allais dire, vous aussi, en tant que député grec, dans la mesure où l'économie est un point central pour vous également, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce discours de Jean-Claude Juncker qui, sur l'économie, nous dirait quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez entendu quelque chose d'intéressant ou d'important? Comment vous l'avez entendu sur la question économique? Non, pas très intéressant. C'est toujours les accords commerciaux. On va on va faire beaucoup de CETA avec, on a fait avec le Canada, le Japon, aucune contestation du CETA, ça passe le CETA. Nouvelle-Zélande, on attend TTIP, qu'est-ce qui va se passer avec qu'est-ce que Trump va décider. Il ne s'est pas prononcé sur ça, mais sur les autres, mais pas sur l'économie réelle, non. Évidemment, il y a quelques indices qui disent que par rapport à l'année dernière, la situation est meilleure. Mais écoute, les chiffres prospèrent. Mais l'être humain ne prospère pas. Ça, c'est la question principale. Et on n'essaye pas de le changer. C'est ça qui... On n'essaye pas de changer un petit peu les choses. Non. Je n'ai pas dit quelque chose de très intéressant. Alors, sur cette question... Allez-y. Oui, parce que sur l'économie, c'est même un peu pire, parce qu'on attendait des déclarations importantes sur la question de la zone euro, enfin la question monétaire et économique. On attendait un engagement de la part de la Commission. Et en fait, qu'est-ce qu'on a eu? L'annonce d'un ministre de la zone euro qui serait commissaire, mais rien sur un Parlement de la zone euro. Alors il a dit le Parlement, c'est celui-là en fait. Oui, mais il s'est prononcé contre d'ailleurs. D'accord, il s'est même prononcé contre un Parlement de la zone euro, mais pire, quand il dit le Parlement c'est celui-là, il ne lui confère aucune prérogative nouvelle sur la question économique et monétaire, et à l'inverse, on n'a donc ni même un budget de la zone euro d'ailleurs, ni Parlement, ni budget de la zone euro, et même à l'inverse, puisqu'il dit il y aura un ministre qui sera un commissaire. Ça veut dire qu'on aura le gendarme sans avoir la démocratie. Qui prendra la décision. Le gendarme de l'austérité, c'est ce que je dis. Le gendarme de l'austérité sans la démocratie. En fait, on remplace la Troïka par un commissaire. Et sans financement, par ailleurs. Et le problème, c'est aussi qu'il dit qu'il ne faut pas... Et moi, j'étais un petit peu étonné qu'il s'est prononcé contre les propositions de Macron, du président Macron, en ce qui concerne l'Assemblée, le Parlement de la zone euro. Il a dit que tout le monde doit entrer dans la zone euro. Mais ça, ce n'est pas réaliste du tout. Parce que d'abord, il y a les pays pauvres qui ont vu l'expérience de la Grèce et des autres pays et ne veulent pas d'aucune manière y entrer. Et aussi, il y a les pays riches qui ne veulent pas entrer non plus. Par exemple, qui va persuader les Danois, qui se considèrent les gens les plus heureux du monde, d'entrer dans une aventure de l'euro. Pourquoi? Comment on va le faire? Ça, c'est pas... Il ne parlait pas réaliste. Il était réaliste seulement en ce qui concerne les accords commerciaux, les budgets sur la défense, ça c'est vrai, mais pas vraiment des propositions concrètes pour les gens. Alors c'est ça, c'est là-dessus que je voulais revenir. Vous parliez tout à l'heure effectivement de ce qui est important pour les citoyens, tout simplement. On a parlé ce matin de cette question des travailleurs détachés, du dumping social à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de nouveau là-dessus qui pourrait avoir un sens pour tout le monde? Moi, j'entends la même chose depuis 2014. C'est ça le problème, c'est que l'engagement sur la directive détachement et sur le pilier social, il existe depuis la candidature de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission devant le Parlement. Alors j'espère qu'il a donné une deadline, là. Je crois que c'est novembre 2017. Ça, novembre, Donc là, pour le coup, j'espère que la deadline sera tenue, mais c'est vrai qu'à part ça, il n'a même pas parlé de la jeunesse, alors qu'on a un programme
contre le chômage des jeunes qui a été en grande difficulté budgétaire, qu'on a sauvé par la pression du Parlement contre le Conseil lors de la dernière révision du cadre financier pluriannuel et dans le budget 2018. Mais bon, ça, il n'en a pas dit un mot. Un peu sur l'industrie. Il a eu un discours, mais c'est pareil. On reste dans le vague, on reste dans le flou. Et même, je vais même vous dire, même sur la question de la défense et de la sécurité, qui est le grand sujet des États membres, du Conseil, dans le débat européen, même là-dessus, avec quel budget ? Avec quel budget, puisque il n'est pour l'instant pas question, encore en tout cas, dans ce qu'on a entendu, de dépasser le fameux plafond du 1% avec lequel on ne s'en sort pas. Aujourd'hui déjà. C'est-à-dire sans parler de défense aujourd'hui et en se limitant à quelques milliers de gardes frontières pour la sécurité. Donc voilà, Oui, sur cette question, dumping social, à l'heure actuelle, dont on parle au niveau européen, on n'a pas entendu effectivement de choses très nouvelles. Pas du tout. Pas du tout. Et la situation devient de plus en plus grave, même aux pays riches. Par exemple, il y a un article très intéressant au Monde diplomatique qui parle de l'enfer des travailleurs en Allemagne avant les élections. Et il y a une autre question qui n'a pas été touchée profondément, à mon avis, c'est la question des réfugiés. Aussi. Alors, bien sûr, j'avais prévu d'en parler. Simplement, pour clore un petit peu sur ce chapitre économique et social, quand Jean-Claude Juncker dit l'Europe sociale, on va la faire, etc. On a l'impression que c'est effectivement une phrase, mais que derrière ça, on est en train d'analyser les différents points sur lesquels ça pourrait avancer. Il n'y a pas énormément de choses nouvelles. Est-ce que c'est votre impression? Europe sociale, ça veut dire quoi? Parce que ça, vous allez être, vous, en tant que député, interrogé par les citoyens sur cette question. C'est quoi plus d'Europe sociale aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur répondrez au vu de ce qui vient d'être dit tout à l'heure? Bon, après, le débat va être long alors. Mais en tout cas, pour essayer de faire court, à partir du moment où on a un marché unique, c'est-à-dire où les marchandises sont échangées sur un espace sans aucune frontière, barrière douanière, etc. À partir de ce moment-là, évidemment, pour que l'activité se poursuive et pour qu'on n'ait pas une concurrence à la baisse entre les travailleurs, il faut mettre des règles identiques pour tous. C'est-à-dire, dans le cadre d'un marché unique, il faut mettre des règles identiques pour tous. Alors, après, il y a effectivement... Ça paraît simple. Il y a un principe de réalité qui est qu'il y a des pays qui sont très en retard. Mais ça aussi, ça fait partie du débat. Moi, je ne fais pas, comme Emmanuel Macron, et je ne dis pas les méchants polonais ou les méchants tchèques. Je ne dis pas ça. Parce que, effectivement, il y a un déficit, un décalage de richesse, de conditions de vie et de travail pour ces peuples qui est tel que forcément, y compris, on ne peut pas lutter contre le fait que l'heure de travail soit moins chère à tout point de vue. Donc le seul moyen, c'est de permettre le rattrapage. Et le problème qu'on a depuis l'élargissement, c'est qu'on a fait l'élargissement sans rattrapage. Alors qu'il fallait, comme ça avait été fait précédemment avec l'Espagne, le Portugal, c'est mettre le paquet dans les politiques de cohésion, mettre le paquet budgétairement pour favoriser cette égalité finalement entre les territoires, quels qu'ils soient, au sein de l'Union européenne, et qu'effectivement les conditions de vie des gens et les conditions de salaire, les conditions de travail puissent être harmonisées. C'est ça l'enjeu. Mais pour ça, il ne faut pas être naïf. Pour ça, c'est pour ça que je suis énervée sur ce 20% budgétaire, parce que pour ça, il faut un paquet de moyens. Mais à la fin, tout le monde gagne. Tout le monde gagne parce qu'on arrête justement cette espèce de spirale descendante du dumping et qu'on pourra enfin, et sur le plan de l'industrie, et sur le plan de la rémunération des salariés, et sur le plan des retraites, avoir une situation équilibrée au sein de l'Europe. Voilà, c'est ça le sujet à mon avis. Juste un petit mot sur la Grèce, peut-être c'est ce que nous, j'imagine que cette situation-là, évidemment, pèse d'une manière très particulière en Grèce à l'heure actuelle. Évidemment, parce que la Grèce a connu le sort des pays de l'Est, disons. Ça veut dire qu'elle n'a pas été aidée
quand la crise a éclaté. Et alors maintenant, il n'y a pas aussi de moyens de minimiser la distance qui est encore beaucoup plus grande qu'elle était il y a 10 ans. Mais les seules choses positives en ce qui concerne la Grèce, c'est que la Grèce n'a pas été mentionnée. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, j'allais vous en parler tout à l'heure. On a bien noté que le mot Grèce n'avait pas été prononcé. Sauf... C'est sur les ports. Sur les ports, oui. Je ne sais même pas si on a parlé de Grèce ou il a parlé des ports, mais c'est vrai, j'ai noté aussi ça, la Grèce, on n'en a pas parlé. On a parlé de la Turquie, mais pas de la Grèce. Ça veut dire que la Grèce devient un pays normal. Oublions-la. Normal, qui ne fait pas la haine aux journaux et à la presse et tout ça. Ça, c'est encourageant. N'allons pas remuer la Grèce. Ça, c'est encourageant, à mon avis. Ça ressemble à ça. La Grèce n'a été mentionnée que par Patrick Liarik, notre collègue à la gauche, qui s'est prononcé pour faciliter l'emploi en Grèce en utilisant les paquets Juncker et tout ça de manière favorable. Il y avait quand même un point positif, mais c'est peut-être j'ai trouvé quand même que sur les libertés publiques, il y a des annonces qui sont courageuses. Parlons-en tout de suite. Oui, quand même. Je trouve que l'affaire de Dublin, qui pénalise, là il parle de la Grèce, puisqu'il dit la Grèce et l'Italie qui sont pénalisées par les accords de Dublin, puisque le pays d'arrivée des migrants, des réfugiés sont finalement responsables de ces réfugiés, donc ça c'est absolument injuste. Donc ça en même temps, ça fait un moment qu'on le dit, ça. Oui, mais bon, là il a dit qu'il allait réformer Dublin, donc on va voir. Oui, bon, on va réformer Dublin. Ça fait un moment qu'on entend dire qu'on va réformer Dublin. Il y a les corridors pour les corridors pour les migrants. Alors, bon, voilà, quelques points. Et puis les sanctions sur les droits de l'homme. La Turquie. C'est la première fois, parce que la Turquie, la Pologne et la Hongrie d'une certaine manière, oui. Il n'a pas attaqué directement la Pologne. Non. Non, il a parlé génériquement, en général, qu'il allait prendre des sanctions, mais on verra là aussi si... Alors ça va nous permettre d'enchaîner sur évidemment la question des migrants, parce que vous parlez de la Turquie. La Turquie, il en a été question à 2 reprises. Une fois pour dire que quand même l'accord sur les migrants, c'était quand même quelque chose de formidable. Et deuxièmement pour dire qu'effectivement, l'absence de droits de l'homme, les journalistes en prison, etc., c'était pas bien, et qu'il se rangeait derrière la décision que vous avez prise en tant que député il y a 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, à savoir de geler les négociations d'adhésion, bien ou pas, enfin bref, c'est comme ça. Sur cette question des migrants, alors ce qu'on a entendu ce matin de la part de Jean-Claude Juncker, c'est il faut continuer à accueillir, mais on a accueilli, d'ailleurs on accueille plus que les États-Unis, le Canada et l'Australie réunis, formidable, on est bien quoi. Mais en même temps, attention, il ne faut pas trop accueillir, et puis ceux qui n'ont pas le droit en fait, parce que leur dossier dit qu'ils n'ont rien à faire en Europe, ceux-là, il faudra les renvoyer. Il a cité un chiffre, 36% des demandeurs d'asile qui sont déboutés, c'est-à-dire qu'ils devraient retourner normalement dans leur pays, ne sont pas renvoyés, restent en Europe, et ça, il a dit, c'est pas bien du tout. Donc c'est pareil, sur cette question des demandeurs d'asile, qu'est-ce qu'on a entendu de neuf finalement, et sur cette question des migrants tout simplement, qu'est-ce qu'on a entendu de neuf aujourd'hui qui nous permettrait de dire que cette question qui est centrale tout de même en Europe depuis ne serait-ce que 2 ans, qui se pose de manière critique et qui se pose de manière critique aujourd'hui encore, on trouverait une nouvelle voie, un nouveau chemin. Est-ce que vous avez entendu quelque chose dans ce sens-là? Il faudrait vérifier, mais moi il ne me semble pas... d'avoir entendu de la bouche du président de la Commission qu'il fallait réformer Dublin dans le sens d'une responsabilité partagée et non pas d'une responsabilité aux frontières et au niveau des arrivées. Donc, je me trompe peut-être, il l'a peut-être déjà dit, mais il me semble que c'est la première fois. Même si c'est évidemment une idée qui bat depuis un petit moment les couloirs du Parlement. Mais voilà, effectivement, et puis la nouveauté, la contradiction par rapport à la Turquie, puisque d'un côté, on délègue
à la Turquie la plupart des arrivées On paye de la demandeurs d'asile, Subvention. et on paye la Turquie On finance. 4 milliards d'euros. Je me dis, excusez-moi du chiffre Oui, précis, mais- oui. et de l'autre côté, une analyse du régime d'Erdogan qui est quand même très critique de la part du président Juncker. Donc comment est-ce que, y compris ça pose une contradiction majeure, comment est-ce qu'on allie cette critique du gouvernement oui. fondamental sur les libertés publiques et le fait qu'on leur délègue la possibilité, enfin qu'on leur délègue les réfugiés qui veulent venir en Europe et la gestion des réfugiés qui veulent venir en Europe. Je trouve que là, il y a vraiment une contradiction majeure de la part du président de la Commission. Sur cette question, Stelios Kouloglou, alors et bien sûr, aussi en tant que député grec, vous êtes particulièrement concerné par cette question des migrations. Est-ce que vous avez entendu quelque chose de nouveau qui pourrait vous permettre de dire en Grèce aujourd'hui, attendez, là il y a un petit peu quelque chose qui se débloque du point de vue de l'Europe, au niveau de l'Europe? Malheureusement pas, rien du tout. Par contre, tu sais, la situation se détériore en Grèce, qui n'a pas été mentionnée même au sujet des réfugiés, parce qu'il y a maintenant augmente le nombre des émigrés qui arrivent chaque jour. Et cette fois-ci, il ne part pas vers le nord, vers l'Allemagne, je ne sais pas où. Il reste bloqué en Grèce. Il reste bloqué, pas seulement en Grèce, il reste bloqué sur les îles. Ouais, c'est ça. Et si une île reçoit chaque tout jour petit. 200 personnes, ça fait 6 000 à la fin du mois. Dans 2 mois, 3 mois, l'île est complètement débordée par les... Alors, ça, je n'ai rien écouté, et en plus, je n'ai rien écouté même une espèce pas de menace, mais une intention de punir les pays qui encore résistent à appliquer les accords. Il y a 2 ans maintenant, les accords pour la relocalisation des réfugiés. Qui sont pourtant pas très... Enfin, je veux dire, on n'accueille pas un nombre, contrairement à... Il faut rétablir quelques vérités. Contrairement à ce que dit le président Juncker, on n'accueille pas un nombre extraordinaire pour l'Europe, pour un continent de 500 millions d'habitants. On n'accueille pas un nombre considérable de réfugiés, si on compare effectivement à des pays comme la Turquie. Au rapport même, à vous en Grèce, rapport entre la population grecque, une population peu nombreuse, et le nombre de migrants que vous prenez à l'heure actuelle dans le pays, l'Europe en tant que telle n'est pas un pays de grand accueil à l'heure actuelle des migrants, il faut le dire. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui arrivent. La procédure pour l'examination des demandes d'asile prend du temps, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça, avec les gens là. Ce sont des vies qui sont en jeu. Et alors, il reste sur les îles, il y a un mécontentement aussi de la part de la population et aussi de la part des réfugiés. Il y a la montée de l'extrême droite et des néo-nazis qui en profitent, qui essayent d'en profiter. En Italie aussi. Bien sûr. En Italie. Et maintenant, c'est ça. Alors, non, je ne suis pas satisfait. Et je pense que, en ce qui concerne la question à la fois de la Turquie et aussi des réfugiés, ce sont aussi les élections en Allemagne qui pèsent. Parce qu'il ne veut pas se prononcer. Ça veut dire, d'abord, sur la Turquie, il a pris la position de Berlin. Mais c'est ça. Ça veut dire. Merkel, Après. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'il le dise il y a quelques mois. Avant les élections en Hollande, et pas maintenant. Parce que l'autre sujet, le problème, c'est qu'évidemment, il ne veut pas provoquer des réactions dans l'Allemagne en disant davantage de choses sur l'accueil des réfugiés et tout ça, parce que la question des réfugiés reste toujours vivant dans la campagne électorale allemande. Un mot peut-être sur l'un des autres grands thèmes sur lesquels, en principe, l'Europe abat, à savoir les questions du changement climatique. Là encore, on a entendu des affirmations de principe, il faut. C'est à relever, c'est à l'Europe de relever le défi. Mais quoi derrière? Pareil, est-ce que vous avez entendu quelque chose de nouveau sur cette question du changement climatique? Est-ce que l'Europe, qui quand même a un rôle particulier à jouer, peut jouer quoi? Et quoi concrètement mon attention a peut-être été détournée à un moment du discours, mais je n'ai rien entendu.
si ce n'est le sempiternel discours sur le respect des accords de Paris. And so what? Et là encore, pardon, c'est la budgétaire qui parle encore une fois. Mais pour être sérieux sur la mutation écologique et notamment sur la mutation énergétique, eh bien, c'est beaucoup d'argent. Il y a des grosses conséquences. C'est beaucoup d'argent parce que, ou alors, on prend le risque de mettre des activités en difficulté, ou alors on accompagne la mutation. Et évidemment, dans une Europe qui est déjà sur le plan industriel et sur le plan de l'emploi en difficulté, mettre des activités de nouveau en difficulté, c'est très grave. Donc il ne faut pas pour autant rester au statu quo, c'est le contraire de ce que je dis, il faut effectivement que la mutation se fasse. Il faut prendre le taureau par les cornes quand même. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais ça demande des moyens. D'investissement en recherche, en accompagnement des activités économiques. Donc là aussi, s'il n'y a pas les moyens conséquents, et pour l'instant, j'en entends toujours rien sur la question du changement climatique. Est-ce que vous auriez entendu quelque chose, Stelios Koulouglou, qu'on n'aurait pas entendu? Si j'étais député vert, j'aurais explosé. Parce que, après, moi, j'attendais beaucoup plus de choses sur la question sociale et tout ça. Mais quand même, après les catastrophes naturelles qui se passent dans tout le monde, il fallait payer beaucoup plus d'attention sur ce sujet. Et moi, j'ai écouté presque rien, sauf des généralités, mais des choses très générales. Moi, je pense qu'il l'a oublié. Que le sujet a été oublié par hasard du discours. Je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, moi, je ne me souviens même pas d'avoir, à part ça, respect des engagements de Paris, peut-être, et c'est tout. Terminé. Bon, la situation que vous nous décrivez là, bon, on entend, on écoute. Alors, est-ce que, j'allais dire, à l'issue de ce discours qui quand même détermine la politique de la Commission européenne pour l'année qui va venir, sachant que cette année qui va venir, vous le disiez tout à l'heure, Isabelle Thomas, va être la dernière. Après, on est dans l'année électorale, on est parti sur autre chose, donc il va falloir se présenter devant les électeurs européens pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà comment on a résolu un certain nombre de problèmes. J'allais dire, est-ce qu'un programme comme celui-ci vous paraît de nature quand même à réconcilier un peu l'Europe avec les citoyens, ou est-ce que ça va être difficile selon vous, Isabelle Thomas? Moi, très franchement, tout ce que j'espère à ce jour, tout ce que j'espère, par rapport à la Commission européenne, pas dans la vie en général. Tout ce que j'espère, c'est qu'il prendra conscience que ce discours très général et très futur pour l'Union européenne de demain n'est pas du tout en mesure de satisfaire les attentes des Européens, et que dès demain matin, on va passer un vrai programme de travail, un vrai programme d'action avec un agenda, un calendrier d'ici la fin du mandat. Voilà, c'est tout ce que j'espère. J'ai des doutes comme vous, mais je pense que c'est le seul moyen de rattraper les choses et d'être sérieux et d'être conséquent et de donner les moyens et de foncer. Voilà. Et si ce n'est pas ça, eh bien, l'Europe connaîtra encore de grandes difficultés et continuera à être très critiquée par les Européens. Alors la question va se poser de manière, j'allais dire, encore plus critique peut-être dans un pays comme la Grèce, bien entendu, parce que là aussi il va falloir dire quelque chose aux citoyens. Et l'Europe, bon, c'est un chapitre pour les citoyens grecs. Est-ce que vous voyez quelque chose qui change, qui puisse permettre de dire, attendez, ça sert à quelque chose, l'Europe, c'est utile et intéressant? Non, mais quand même les Grecs sont pour le moment satisfaits qu'ils ne sont pas dans l'actualité. Oui. Mais à mon avis, en ce qui concerne le site de l'Europe et aussi l'avenir de l'Europe, je suis très préoccupé parce que, à mon avis, je l'ai dit, le discours reflète la vision très court, à très court terme, et nous avons des questions ouvertes, dont la principale, à mon avis, c'est l'Italie. Parce que si l'Italie va avoir apparemment des élections. Bien sûr, oui. Si on n'essaye pas de calmer les choses, de renforcer les camps pro-européens,
c'est l'autre camp, le camp eurosceptique qui sera renforcé. Et alors là, on va voir des problèmes à nouveau. J'attendais de grandes ouvertures de la part de Juncker, je ne l'ai pas vu malheureusement. Voilà. On a l'impression qu'il joue à la roulette russe, pardonnez-moi cette expression, mais à chaque élection, on joue la roulette russe. Et de plus en plus. C'est-à-dire, à quand la prochaine élection, est-ce que ça va être celle d'une victoire du fascisme quelque part? C'est vraiment une interrogation maintenant permanente. Et on a l'impression qu'ils n'en ont pas conscience. On souffle et on oublie, quoi. Hein. On souffle et on oublie, voilà. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, merci à vous. Bien sûr, ce débat on le continuera tout au long de l'année. Merci à vous également qui nous avez suivis. Ne manquez pas l'autre débat sur le site de l'humanité.fr, les leçons des ouragans dans les Caraïbes avec deux députés européens ultramarins, Louis-Joseph Manscourt de la Martinique et puis Younous Omarji qui est réunionnais. À suivre donc sur notre site l'humanité.fr. Merci à vous. Avec qui nous sommes totalement solidaires, évidemment. Bien sûr. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci.